bienvenue dans une nouvelle semaine d'innovation, de débat et de découverte. Je démarrerai par un nouveau rendez-vous qu'on est en train d'installer dans Smartech avec un artisan des politiques du changement et des modèles économiques de rupture. Alain Staron nous décryptera une actualité du secteur pour nous dire ce qu'il en pense en termes d'audace et de transformation. Ce sera l'interview Disruption dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, j'interrogerai des experts sur la reconnaissance faciale. Qu'en est-il des progrès technologiques dans ce domaine? Nous débattrons également du développement des usages. Enfin, nous explorons le génie de la nature, qui est une source d'inspiration pour le biomimétisme, notamment en matière d'optique, avant de conclure par une innovation qui pourrait confier aux robots des missions de contrôle et de conseil dans les magasins demain. Mais d'abord, donc, place au regard disruptif d'Alain Staron. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Alors, cette semaine, vous souhaitiez revenir sur un épisode de Plus belle la vie, le feuilleton de France 3. Oui, Plus belle la vie, mardi dernier, a remplacé une actrice par une autre. Alors, l'actrice titre était absente pour cause de cas contact Covid. Fort heureusement, elle ne l'a pas eu. Et plutôt que d'arrêter la production, Plus belle la vie, c'est quand même une usine. La production, ça a produit son 4 millième épisode au mois de février. Plutôt que d'arrêter le tournage, c'est dit, je vais remplacer cette actrice par une autre. C'est-à-dire que je prends une autre actrice et à la fin, en post-production, je copierai, je calquerai le visage de l'actrice absente sur son double. Alors, c'est une astuce technologique, c'est pas une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté. Depuis, ça a commencé quand on a voulu remplacer des acteurs décédés. C'est Peter Cushing dans un des épisodes The Rogue Star Wars qui, 20 ans après, est revenu à l'écran. À l'époque, ça avait suscité des débats sur mais qui paye des droits à qui si l'acteur est décédé. C'est pas une nouveauté, c'est affiché. Et c'est quelque chose qui est utilisé dans plusieurs domaines. On a entendu parler récemment à propos des élections. On pouvait trouver des personnes célèbres dire des choses qu'elles n'avaient jamais dites. C'est ce qu'on appelle la fake news. Alors pour l'instant, ce sont des exercices de style, ce qu'on a pu voir, mais vous y voyez surtout le signe d'une transformation plus profonde. Et oui. La première étape, c'est de se dire, si je suis un acteur célèbre, finalement, une doublure peut jouer à ma place. Bon, jusque-là, je ne fais que renforcer le rôle des acteurs célèbres et je réduis la place pour les autres. Donc c'est déjà un petit problème. Le coup d'après, c'est que maintenant, on commence à être capable de proposer des acteurs virtuels sans avoir besoin de la doublure humaine derrière. Les premiers à avoir fait ça, c'est Xinhua, c'est l'agence de presse officielle chinoise, qui a mis en place un premier présentateur virtuel. Donc là, le changement est plus important, dans la mesure où vous n'avez plus besoin d'utiliser quelqu'un pour humaniser ou intermédier votre information. La machine le fait toute seule. Le problème, c'est le présentateur. A-t-on encore besoin d'un présentateur si un algorithme peut le faire à sa place ? Alors, s'il ne fait que de l'animation, oui, mais après, il y a quand même l'étape d'après, c'est le contenu. Oui, alors, sur le contenu, il y a deux choses qu'on peut se dire. Déjà, au niveau de l'animation, il y a je présente des informations et puis il y a je joue. Aujourd'hui, on ne sait pas mimer des émotions. Aujourd'hui, on peut écrire des scénarios à l'avance, on ne sait pas faire du direct comme ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'intelligence artificielle ne fait que répéter. Elle répète ce qu'elle a déjà vu. Nous interagissons. Donc nous avons des choses qui sont probablement de l'ordre de l'intemporel, des choses qui arrivent comme ça. Et ça, l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Donc le côté émotion n'est pas encore présent, ce qui fait que pour le temps réel, c'est pas possible. Mais si vous êtes sur un schéma fixe, préenregistré, c'est tout à fait possible. Quant au contenu, quelle est votre question? Vous avez des entreprises comme OpenAI, au capital duquel se trouve Elon Musk, qui proposent la génération automatique de texte. Alors ils vont jusqu'à proposer de jouer le médecin. Et là, ça ne marche pas très bien, puisqu'il y a quelques semaines, le mois dernier, l'intelligence artificielle a proposé à un patient de mettre fin à ses jours, qui n'avait pas trouvé d'autres solutions. On se rend bien compte que c'est encore un peu limite. Ouais. Ça peut même être grave. Bon, vous croyez quand même qu'on va disrupter le métier d'acteur demain? C'est votre thèse? Et oui, alors en fait, aujourd'hui, depuis très longtemps, les acteurs se font soit doubler. On trouve des cascadeurs, on trouve des doublures. Le métier de cascadeur a disparu à cause des effets spéciaux. Quand on va vers la génération automatique d'enveloppes humaines, on va effectivement disrupter un métier qui est celui des gens qui intermédient une histoire auprès du public. Et alors, comment on réagit face à ça? Comment on se prépare? Il y a un effet pervers là-dedans.
il y a un effet pervers qui est qu'effectivement, on ne sait plus ce qu'on voit. C'est quand on en parle autour de soi, les gens sont surpris, voire tristes. Moi, j'ai voulu faire ça il y a 10 ans. Et les gens ont dit, mais tu es fou, les gens ne sont pas schizophrènes. À l'époque, j'ai fait une application qui, à l'époque, n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est Zao en Chine, c'est Duplicat les Ukrainiens. Et vous avez même Avatarify, des Russes, qui vous proposent sur Zoom de jouer en prenant la place d'un Elon Musk, de Mona Lisa, de qui vous voulez. Donc aujourd'hui, il y a un vrai trouble autour de qui vous regardez. Donc le problème qui risque d'arriver, c'est la perte de confiance des téléspectateurs ou des spectateurs face à ce qu'ils regardent. Et face à cette perte de confiance qui va forcément s'amplifier, si c'est de la fiction, à la limite, on s'est emporté. Si c'est de l'information avec tout ce qu'on connaît autour des théories du complot, on risque de voir revenir l'importance du diffuseur, de celui qui est capable de certifier que oui, cette image que je vous transmets, elle n'est pas doublée, elle n'est pas truquée, c'est vraiment la personne qui parle. Et ça, c'est très intéressant, puisque aujourd'hui, les diffuseurs classiques sont disruptés par les réseaux sociaux. Cette nouvelle technologie risque de faire l'effet inverse, de faire disrupter les réseaux sociaux par les chaînes traditionnelles. Mais c'est vrai que là, on peut penser que c'est un peu de la science-fiction quand on dit ça. Pour autant, ça devient de plus en plus des technologies qui se déploient dans le grand public. Vous pensez qu'aujourd'hui, les médias ou l'industrie du cinéma, de la culture, doit se préparer à cette révolution? Oui, je pense que d'ailleurs, si elle ne le fait pas, de nouveaux acteurs le feront à sa place. Mais c'est-à-dire, par exemple? C'est un grand classique dans ces technologies. Elles sont effectivement très grand public. Je vous ai donné 3 exemples. En tant que grand public, personne, vous les chargez sur votre ordinateur, vous les utilisez, vous jouez avec, vous produisez des contenus et vous les diffusez. Donc aujourd'hui, ça existe. Donc les artistes en herbe, entre guillemets, qu'on trouve sur les réseaux sociaux, peuvent prendre soudain une grande notoriété en utilisant des images de personnes qui ont déjà cette notoriété. Donc le chemin de la disruption peut se passer par comme ça, en disant j'usurpe une identité connue qui a une certaine notoriété pour faire ma notoriété à moi. Et le monde des médias, en tout cas réseaux sociaux, fonctionne comme ça. Donc vous avez un coin qui peut rentrer très très vite et qui peut prendre la place des acteurs historiques. Et alors quelle posture on doit adopter? L'authenticité et la légitimité. C'est-à-dire que ce sont des valeurs anciennes, hein. On n'a pas envie d'entendre ça au XXIe siècle, mais quand on ne sait plus ce qu'on voit, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de rapporter un regain de fiabilité et de confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. On ne peut pas avoir confiance à tout le monde. C'est donc une chance pour les acteurs historiques. Bon, donc il faut exceller dans son métier, ce serait votre conseil. Tout en utilisant ces technologies. Encore une fois, elles sont légalisées, elles sont grand public et elles connaissent un succès retentissant. Donc il faut les utiliser. Et la force des acteurs établis, c'est qu'ils pourront rassurer en donnant confiance face aux autres. Mais si on ne l'utilise pas, j'ai peur qu'on se laisse dépasser. Merci beaucoup Alain Staron, PDG d'Amborella et auteur de l'ouvrage Autodisruption. Nous, c'est l'heure de notre débat sur les progrès de la reconnaissance faciale. Quels sont les progrès réalisés par la reconnaissance faciale en termes d'usage, en termes de technologie, mais aussi d'appropriation par les acteurs économiques, politiques et par la société civile? On fait le point avec Ea Chaïou, directrice des ventes digitales Europe chez Idemia, un groupe français mais acteur mondial des technologies biométriques, et Philippe Sanchi, directeur général de Vialink, tiers de confiance qui sécurise, automatise l'analyse des dossiers et leur contractualisation pour les entreprises. Nous aurons également en visio Yacine Mountassif, président fondateur de DeepSense, entreprise spécialisée en biométrie faciale. Alors, Ea Chaïou, première question, quel est l'intérêt principal que vous voyez dans l'usage, l'utilisation de la reconnaissance faciale? Merci pour votre invitation d'abord. Alors, Idemia, d'abord pour commencer par ça, Idemia aujourd'hui est spécialisée dans la biométrie. Pas la présentation de votre entreprise, hein, c'est vraiment quels sont les usages. On va parler de ce qu'on fait en matière de progrès technologique et des usages et comment ils sont en train de se développer. Quel est l'intérêt, la première utilisation que vous voyez pertinente dans la reconnaissance faciale? Alors, l'utilisation dans la reconnaissance faciale aujourd'hui, il y en a deux parties qui sont très importantes. D'abord, c'est la facilité pour accéder à des services.
donc permettant à l'utilisateur de s'identifier d'une façon très simple, prouver son identité et donc accéder à des services. Le deuxième point très important dans l'utilisation, c'est d'éviter des fraudes. C'est-à-dire que personne d'autre que vous peut réclamer être vous quand vous utilisez la biométrie. Parce que la biométrie, c'est propre à chaque être humain, donc c'est particulièrement fiable. Oui, tout à fait. Alors, Philippe Sanchi, vous voyez d'autres bénéfices dans l'utilisation de la reconnaissance faciale? Est-ce qu'on peut élargir le champ des usages? Oui, je pense que c'est des usages, il y en a beaucoup en fait dans tous les domaines, secteur par secteur. Nous, on est plutôt spécialisé dans un domaine qui est la finance, c'est-à-dire la banque, pour des entrées en relation, pour entrer en relation, pour ouvrir un compte, pour demander un crédit conso, un crédit IMO. Et même dans ces processus-là... C'est de l'authentification également. Absolument. Dans ces processus-là, évidemment, quand on les fait en face à face, il n'y a pas d'enjeu, puisqu'on rencontre une personne, on va dans une agence. Mais quand on est à distance, et on l'est de plus en plus, malheureusement, dans ces périodes qu'on vit tous, le digital, c'est devenu un peu une urgence vitale. Et dans ces processus à distance, le fait de pouvoir être reconnu, de pouvoir prouver, d'attester son identité, c'est un fait essentiel. Sinon, on ne peut pas, poursuivre un processus, aller au bout de sa demande, si on n'est pas certain, si on n'a pas fait état de son identité finalement. Et à Chaillot, c'est vrai que dans cette société Covid-19 sans contact, on voit cette technologie de plus en plus pertinente? Oui, tout à fait. Et nous travaillons déjà sur les progrès également afin d'améliorer la technologie pour pouvoir justement aussi faire de la reconnaissance faciale sur les personnes qui portent un masque. Parce que dans le cadre du Covid, on est dans une situation très différente par rapport à la situation normale. Quand on veut utiliser son téléphone pour le déverrouiller ou pour payer avec son téléphone, quand on fait des paiements mobiles, d'habitude, on utilise la reconnaissance faciale avec un masque. Il va falloir faire évoluer maintenant les algorithmes afin de pouvoir répondre à ce besoin-là également. Alors, nous allons donner la parole à Yassine Mountassif qui est connecté avec nous depuis le Maroc, président fondateur de DeepSense. Bonjour Yassine Mountassif. Bonjour. Alors, vous allez nous préciser un petit peu le type de technologie, s'il vous plaît, qui entre en scène quand on parle de reconnaissance faciale. On parle de quoi? On parle de deep learning, de computer vision? Exactement. Alors, quand on parle de reconnaissance faciale, il faut bien savoir qu'il y a deux sujets importants. C'est faire le face matching, c'est-à-dire dire si la personne devant la caméra correspond à la personne qu'on a dans notre base, et aussi s'assurer que la personne devant la caméra est une personne réelle. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce les algorithmes existants de reconnaissance faciale avec notre brique qui permet de dire que c'est une personne réelle devant la caméra et que c'est pas un masque ou une photo ou une vidéo qui va venir frauder et dérober la biométrie d'une autre personne. Donc j'ai bien entendu, ce sont donc des algorithmes qui sont mis en œuvre pour optimiser la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, c'est ça le secret d'une bonne reconnaissance? C'est ça. Alors une bonne reconnaissance, ça serait une reconnaissance qui est renforcée avec de la détection du vivant. Donc, dire que c'est une personne réelle devant la caméra pour limiter les fraudes. Aujourd'hui, c'est des algorithmes de deep learning, c'est des algorithmes de traitement de signal, c'est beaucoup de modules qui sont couplés pour avoir une reconnaissance faciale qui est fiable, facile et sécurisée. Donc on met en regard en fait des signaux et des indicateurs biométriques et on a une base en face qui permet de faire du matching en fait, de les comparer. Exactement. Quels sont les derniers progrès technologiques qui ont été réalisés en la matière? Parce que ça, moi, ça fait très longtemps que j'en entends parler, de faire correspondre des bases. Exactement. Alors la différence par rapport, on va dire, au début de la reconnaissance faciale, c'est qu'aujourd'hui on peut correspondre des bases, c'est-à-dire retrouver une personne sur une vidéo ou une image. Là aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'avec la démocratisation de la biométrie et de la reconnaissance faciale, la question de sécurité devient quelque chose d'important, et donc un nouveau marché et on va dire une nouvelle technologie à émerger, c'est celle de s'assurer que c'est une personne réelle. Aujourd'hui, les solutions existantes demandent pour dire
que vous êtes bien une personne réelle, il faut bouger la tête à droite, à gauche, faire un exercice avec les yeux pour dire que c'est une personne réelle. Ça reste des solutions pas très centrées sur l'humain, sur l'utilisateur, compliquées pour des personnes qui ne sont pas technophiles. Et donc la prochaine, on va dire, le prochain progrès dans la reconnaissance faciale, c'est avoir une solution qui soit entièrement passive, où on va venir dire à la personne de juste prendre un selfie, comme ce qu'il a l'habitude de faire, et s'assurer que c'est une personne réelle et c'est bien la personne qui correspond à la base de données. Et bien sûr, tout ça est fait aussi dans le respect de la vie privée de la personne, qui donne soit on compare, on va dire, son selfie avec un document qui est donné par l'utilisateur final. Alors ça, on va en reparler du problème de la confiance, justement, parce que Philippe Sanchi, vous êtes également président exécutif de la FNTC. La FNTC, c'est la Fédération nationale des tiers de confiance du numérique. Quels sont les risques, les écueils avec la reconnaissance faciale ? Je dirais que les risques et les écueils, on les voit un peu de manière générale. On en entend parler quelquefois où cette technologie peut-être utilisée même par certains États un peu policiers pour tracer un peu les gens. C'est toujours un peu l'inquiétude qu'on peut avoir en tant que citoyen. Et je crois que la bonne réponse, c'est celle qu'on apporte nous en France et en Europe, c'est de cadrer l'utilisation de ces technologies, parce que une technologie en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est utilisée pour un certain but, pour une finalité. Si cette finalité est bien claire, elle est cadrée par des règlements, et en France et en Europe, on a la chance d'avoir ce type de cadre, par des règlements européens, le règlement européen eIDAS, par des structures aussi qui veillent à ça, la CNIL, le Conseil d'État, qui vraiment sont très attentifs à la fois à nos libertés, heureusement. Et donc ce cadre-là, c'est un cadre réglementaire, c'est un cadre normatif qui assure finalement une protection de nos données personnelles et qui assure que cette technologie sera utilisée pour une certaine finalité, peut-être pour faciliter l'accès à un service, comme vous l'évoquiez, mais certainement pas pour nous suivre quand on marche dans la rue avec des caméras pour dire « Ah, Philippe Sanchi, c'était là ». À la limite, Google, c'est déjà où on sait. Une transparence sur la finalité de l'utilisation de cette Absolument. technologie. C'est ce qu'on appelle en fait en termes RGPD, c'est-à-dire le règlement européen qui protège la protection des données personnelles. C'est ce qu'on appelle la finalité du traitement. Et ça, c'est un point très très important, puisque on a le droit d'utiliser la technologie que pour cette finalité précise. On n'a pas le droit de stocker d'informations, on n'a pas le droit d'en faire autre chose. Et à Chaillot, vous disiez qu'avec la crise Covid-19, on voyait un besoin plus important encore d'utiliser ces technologies qui permettent de se connecter, de s'identifier à distance. Est-ce que vous voyez également un changement dans la perception de la technologie auprès de la société civile ? Oui, tout à fait. On le voit dans l'utilisation du service aujourd'hui. Il y a des études qui montrent également que plus de 80% de la population française aujourd'hui adhère à le déverrouillage de leur téléphone en utilisant leur reconnaissance faciale. Donc c'est déjà un premier point qui est très important dans l'utilisation. Après, on peut prendre des exemples de ce qui a été mis sur le marché. Parce qu'il y a des banques françaises aujourd'hui qui proposent en effet un parcours client 100% digital afin d'ouvrir un compte bancaire. Donc, ça veut dire qu'on peut, dans le cadre de l'ouverture du compte bancaire, on n'a plus besoin de se déplacer en agence, qui est quand même un gros avantage, pas uniquement dans le cadre où on est en situation de Covid, mais d'une manière générale, le déplacement peut être une contrainte pour des personnes afin de gagner du temps. Donc, c'est vraiment une simplification pour accéder à tous ces services. Et les usages commencent à prendre. Oui, tout à fait. Et ça se voit, oui, ça se voit vraiment sur le secteur bancaire en premier lieu, parce qu'il y a aussi une réglementation qui existe aujourd'hui, qui est imposée. Mais on voit beaucoup d'intérêt d'autres secteurs. Idemia, on travaille avec les banques, mais on travaille également avec les opérateurs télécoms et on travaille avec les assurances. Et eux aussi voient un intérêt afin de faciliter le parcours du client, afin d'accéder au service, souscrire un contrat d'assurance, prendre un abonnement téléphonique, par exemple. Mais pas que ça. Donc ça, c'est vraiment le secteur privé, mais également la partie, on va dire, secteur public, où on voit une simplification dans le avec contrôle Alicem, frontière. par exemple. Oui. Le système Alicem qui permet, alors ça qui a été mis en place par
par l'État Oui. pour s'authentifier au moyen de la reconnaissance faciale sur Oui. des sites de services publics. Alors, c'est une expérimentation pour l'instant par le ministère de l'Intérieur qui est en train de regarder les meilleurs moyens qu'il faut mettre en place afin de simplifier l'identification de la population. Comment Système vous voyez qui- arriver ce système, Philippe Sanchi? En fait, c'est vraiment d'actualité puisque le Conseil d'État a rendu un arrêt il y a très peu de temps, justement, pour confirmer, j'allais dire, la validité et le cadre d'Alicem. Je dirais que c'est toujours dans la même démarche qui est évoquée, c'est-à-dire une démarche de simplification toujours et du pouvoir, j'allais dire, et là c'est une démarche étatique, de pouvoir fournir une identité numérique facilement pour éviter évidemment tous les cas de fraude qui sont malheureusement nombreux. Ils sont nombreux dans le monde réel quand on va en face à face dans une agence bancaire, puisqu'on l'évoquait. Et là, c'est un peu notre spécialité. Et là, avec Alicem, en fait, on se sert donc de son smartphone. Oui. C'est ça le côté pratique de l'affaire. Donc, on se sert de son smartphone, on montre son visage et il y a une correspondance qui se fait avec notre titre sécurisé, c'est ça? C'est ça, en fait. Donc, le passeport, la carte d'identité. Exactement, c'est avec le passeport, puisqu'il y a une communication entre le téléphone et le passeport, avec la petite puce NFC, enfin, avec une communication NFC entre les deux. Et donc, il y a une vérification complète, à la fois le lien avec le titre et la reconnaissance faciale, enfin, l'image, sa tête. Et donc, ça permet ensuite de créer une identité digitale qui va pouvoir être utilisée dans tout un cadre de services, finalement, d'accès à des services, en donnant un cadre, et justement à l'ICEM, un cadre d'identité régalienne, entre guillemets, numérique. Une nouvelle identité numérique Absolument, citoyenne. Absolument. Alors, Yacine Mountassif, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on peut garantir qu'il n'y ait pas de fraude. Parce que quand on parle de services comme ceux de l'État, du pilotage de cette expérimentation par le ministère de l'Intérieur, évidemment, on se pose cette question de comment éviter que les systèmes ne soient dupés. Ah, exactement. Si on prend l'exemple, par exemple, du projet Alicem, un des sujets aussi, en plus de la fraude, c'est aussi l'inclusion, c'est-à-dire que les plateformes, on va dire, numériques doivent supporter tout type de device, de caméra, de tablette ou autre, que ça soit une technologie à la portée de tout le monde et facile d'utilisation, donc passive. Et ça, c'est le premier point qui est important à inclure dans une expérimentation comme celle-là. Et concernant les fraudes, il faut renforcer les algorithmes. Il y a deux types de fraudes, soit sur le document, où là on va dire ramener un faux document et il y a beaucoup de spécialistes qui peuvent vérifier est-ce que c'est un vrai document ou pas, ou sur le visage, et là c'est notre spécialité où on vient dire que c'est une personne réelle, on vient lire sur le selfie qu'on acquiert et voir les paramètres importants du visage pour dire que c'est vraiment une personne réelle. Et après, on fait le matching entre le document et le selfie. Donc là, une fois qu'on fait ces trois étapes-là, on peut dire qu'on a un système sécurisé et fiable qu'on ne pourrait pas frauder avec les types d'attaques possibles, soit avec une photo, une vidéo, voilà, ou un masque en silicone. Donc c'est des attaques qu'on voit aujourd'hui. Alors, vous êtes sur le continent africain, donc je vous pose cette question. Quel est l'accueil de la reconnaissance faciale dans les pays émergents ? Alors, c'est une techno qui est bien développée et qu'on utilise, en tout cas, que ce soit dans le continent africain ou dans le pays émergent. D'ailleurs, nous, on a eu la chance d'avoir la confiance d'un fonds d'impact qui est spécialisé dans les pays émergents pour développer et mettre nos technologies dans ces pays-là. Je pense que c'est assez facile, par exemple dans le continent africain, où beaucoup de personnes utilisent leur téléphone pour accéder aux services bancaires, essentiellement, que ce soit pour du paiement ou autre, ou l'ouverture de compte bancaire. Donc, le taux de pénétration est assez intéressant et important dans le continent africain et les pays émergents. Et Achaïou, pour revenir au progrès technologique en matière de reconnaissance faciale, on parlait là de la reconnaissance du vivant. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme technologies qui sont en ce moment explorées pour progresser là-dessus ? Alors justement, comme on disait tout à l'heure, les algorithmes évoluent
tout le temps. Et on est passé, en effet, de l'utilisation de la reconnaissance faciale avec des mouvements. Aujourd'hui, on sait faire la différence, la preuve de vie, sans bouger, quand on utilise la reconnaissance faciale. Ça semble bien mystérieux. Voilà, mais en utilisant l'intelligence artificielle afin d'améliorer également les algorithmes, en fait, c'est les points de mesure qu'on utilise sur le visage. Donc déjà, aujourd'hui, afin de faire la reconnaissance faciale, il faut non seulement utiliser les aspects très visibles du visage, mais il faut utiliser les points bien précis dans le visage qui ne changent pas, même si on effectue de la chirurgie esthétique, par exemple, la distance entre les yeux, la forme des yeux, ce genre de choses. Oui, mais je veux dire, si je mets une photo à côté, quelle est la preuve de différence entre la photo et mon visage vivant? Justement, aujourd'hui, on sait faire la différence. Donc, avec les algorithmes qui ont évolué avec le temps, on sait faire la différence entre une photo et une vraie personne qui est derrière la reconnaissance faciale. Et cette évolution-là, il faut savoir que les technologies aujourd'hui qu'on met sur le marché sont testées également par les sociétés indépendantes qui sont certifiées afin de pouvoir donner un avis sur la technologie qui est mise sur le marché aujourd'hui. Donc il y a bien évidemment des instances extérieures également qui testent la technologie. Alors, je voulais vous faire réagir à une annonce assez récente. C'est l'Espagne qui travaille sur un programme de contrôle policier par reconnaissance faciale et qui serait vraiment le nec plus ultra de ce qu'on sait faire dans le domaine. C'est le projet AI Mars. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. Alors, il y a une identification qui se fait à hauteur de 99% en visualisant uniquement justement le tiers du visage à cause des masques portés. On en est où en France ? Alors, c'est un sujet, c'est une question et un sujet très important. On a vu récemment avec la loi sur la sécurité globale en France qui impose beaucoup d'opinions de divers côtés sur l'utilisation des divers moyens pour tracer et surveiller des personnes éventuelles, des criminels, etc. Donc oui, c'est quelque chose qui avance également dans la technologie en France. Maintenant, il y a des choix. On n'est pas encore à 99%. Non. Et maintenant, il y a des choix également qui doivent être faits par justement le ministère de l'Intérieur pour décider quelles sont les technologies qu'on souhaite vraiment utiliser. Je ne suis pas sûre qu'en France, on va faire le même choix qu'en Espagne. Alors, il y a aussi un autre point intéressant, c'est que le système, il s'appuiera sur des facteurs biométriques, évidemment, mais aussi sur la détection d'appareils mobiles détenus par les personnes. C'est-à-dire qu'ils seront identifiés aussi par leur smartphone et leurs identités numériques. Oui. Là, ça va assez loin. Là, je crois après chaque pays adapte, j'allais dire, ses solutions à sa à sa population et puis à son état d'esprit. Je suis pas sûr. En tout cas, en France, on a une grande attention à ces sujets-là, notamment à ce qui peut nous tracer, ce qui peut laisser nos empreintes numériques. Donc, on est assez vigilant sur ces points-là. Qui est le tiers de confiance, d'ailleurs c'est votre sujet, Qui est le tiers de confiance quand on utilise des technologies de reconnaissance faciale ? Alors, le tiers de confiance, en fait, ça devient, j'allais dire, quelque part, le fournisseur de technologie, quelque part, devient un tiers de confiance, puisqu'il manipule des données personnelles et il manipule des données personnelles qui sont sensibles. Donc, il les manipule, bien sûr, comme je l'évoquais, dans un cadre, et il ne peut pas les stocker, il ne peut pas les utiliser pour faire autre chose, il ne peut pas... Voilà, en tant que prestataire, j'allais dire fournisseur, on a des règles qui sont extrêmement strictes. Mais néanmoins, à un moment donné, nous, quand on automatise complètement avec nos solutions d'IA l'obtention d'un crédit ou l'allocation d'un appartement, l'étude d'un dossier client sur l'identité, mais pas que, sur les revenus aussi, sur tout un tas de paramètres. C'est pas via Link, dans ce cas, qui est tiers de confiance ? Alors, dans ce cas, si, c'est nous aussi qui manipulons des données qui sont sensibles. Donc, par définition, on est un tiers de confiance. Puisque mais est-ce que vous devez avoir une certification pour cela ? Alors, il se trouve que... aussi à Idemia. Oui, il se trouve que dans ces domaines-là, il n'y a pas encore de certification très, très, très précis. L'ANSSI va émettre un référentiel bientôt, notamment lié à tout ce qui va être, dans la banque notamment, tout ce qui va être lié à l'identité, ce qu'on appelle l'identité substantielle. Donc la manière de justement créer une identité numérique dans ce monde digital.
Et ça va donner lieu justement à une certification, j'allais dire un coup de tampon d'une autorité indépendante sur ces technologies-là. C'est des choses qui existent déjà dans d'autres domaines. Nous, on est tiers de confiance sur de la signature électronique, par exemple. Sur de la signature électronique, exactement. Donc, on est un prestataire j'allais dire de signature électronique depuis des années. Et donc, on fait partie des listes européennes d'entreprises qui peuvent être tiers de confiance dans ce domaine-là. Au même titre que avec la parution de référentiels que j'évoquais de la NSSI, donc va se créer quelque part des prestataires j'allais dire certifiés Donc ça, c'est en cours aujourd'hui. Oui. Juste, je termine sur... c'est pas une fiction, hein, c'est le projet vraiment en Espagne, sur lequel on travaille sérieusement, à IMARS. On imagine aussi que du coup, les policiers seraient équipés avec des casques de réalité virtuelle et guidés comme ça pour repérer automatiquement, plus rapidement, les personnes qui ont été reconnues, identifiées ou se comportant de manière bizarre et suspecte. Alors là, je voulais faire réagir Yacine Mountassif sur cette innovation sur laquelle travaille l'Espagne. Comment est-ce qu'on fait pour poser les bases d'un développement de confiance, d'un développement responsable et éthique de la reconnaissance faciale? Parce que moi, quand j'entends cette histoire d'Espagne, ça me terrorise plutôt que me rassure. Exactement. Alors, ça c'est sur le sujet de la confiance, c'est de l'éthique. Chez nous, en tout cas chez DeepSense, on a produit et on a conçu nos solutions de manière à être le plus responsable possible. C'est-à-dire, ça commence dans un premier temps dans le respect des données privées personnelles, sous la loi de la RGPD, sous les normes de la CNIL. Mais ça ne va pas suffire. Et aussi, c'est... Pardon ? Ça ne va pas suffire. Ouais. Alors, moi, je parlais juste au niveau de la France. Et que là, ce qu'il faut faire, ce qu'en tout cas l'État essaie de faire aussi avec le projet AICM, c'est essayer de donner ces solutions-là aux citoyens. Je pense qu'il y a un sujet où on va dire une balance entre tout ce qui est, on va dire, sécuritaire et confiance, dans le sens où une fois que l'État commence à genre respecte, on va dire, tous les sujets des données personnelles ou autres, là, il n'y a pas de souci. D'accord. Je n'ai pas trop bien compris la question, en tout cas, en ce qui concerne. Non, je voulais qu'on avance sur les nouvelles bases de confiance. Alors, on a la piste de la certification aussi dans ce domaine qui pourra sans doute rassurer. Malgré toutes ces inquiétudes, Chailloux, vous voyez des usages là, qui vont se développer rapidement, les premiers usages qui vont devenir courants. Ça va être quoi, dans la banque, vous disiez ? Oui, notamment, alors dans la banque... On termine là-dessus. Voilà, oui, la banque, c'est pour l'ouverture de compte, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a également d'autres secteurs, surtout sur le marché privé. Donc, je mentionnais les opérateurs télécoms afin d'accéder à un abonnement. Les assurances aujourd'hui, afin de prouver son identité avant qu'on signe un contrat d'assurance. Mais demain, on peut très bien s'imaginer également l'accès à des dossiers médicaux. Il faut renforcer la sécurité pour être sûr que c'est la bonne personne qui puisse accéder au dossier. Si on veut signer un acte chez un notaire pour l'achat ou vente d'un bien, rajouter la reconnaissance faciale, et c'est tout à fait possible, oui. Merci beaucoup. Merci Yacine Mountassif, président fondateur de DeepSense, d'avoir été connecté avec nous depuis le Maroc. Merci Ea Chailloux, directrice des ventes digitales Europe chez Idemia, et Philippe Sanchi, directeur général de Vialink. Juste après la pause, on s'intéresse aux innovations qui tirent leur inspiration de l'observation de la nature. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour la suite et notre rendez-vous avec le biomimétisme. Aujourd'hui, Sidney Rostand, fondateur PDG de Bioxégie, est connecté en visio avec nous. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter des exemples de technologies d'optique qui ont été inspirées par ce qu'on trouve dans la nature. C'est ça, la nature, je parle souvent de mécanisme, d'aérodynamisme, d'hydrodynamisme, etc. La nature, elle est aussi spécialiste de l'optique, et ce pour plusieurs raisons. J'ai pioché en fait 3 exemples qui me parlent bien, et j'espère qu'ils vous parleront aussi. Le premier exemple, c'est les lucioles.
On le sait bien, les lucioles ont cette capacité de bioluminescence pour se reproduire ou se défendre collectivement des prédateurs. Et pour ce faire, elles ont une réaction chimique sur des cellules qu'on appelle des photocytes, qui sont des cellules spécialisées. Sauf que ces cellules-là, elles sont à l'intérieur de l'abdomen de la luciole. Et donc, ça veut dire que la lumière doit traverser son exosquelette, qu'on appelle le cuticule, avant d'arriver sur l'air, d'arriver sur l'extérieur. Le problème, c'est quand on fait ça, quand on fait passer de la lumière à travers une surface, quelle qu'elle soit, vous avez évidemment une déperdition, c'est-à-dire que certains des rayons ne vont pas passer au travers et vont être réfléchis à l'intérieur. Donc, on n'a pas une lumière aussi éclatante, aussi vive que ce qu'on pourrait avoir. Pour éviter ce phénomène-là et optimiser tout simplement, on va dire, l'émission de lumière au niveau de la luciole, elle va avoir sur ce cuticule, vous l'avez vu à l'écran, des écailles qui sont disposées de façon un peu aléatoire et qui permettent, notamment au niveau des pointes, d'optimiser la pénétration extérieure, la diffusion de la lumière. Ça a intrigué des universitaires de l'université de Namur en Belgique pour créer une écaille artificielle sur l'enveloppe qui entoure les LED. Vous savez, les LED, c'est ces dispositifs lumineux qui eux aussi doivent être encapsulés dans une capsule généralement qui est faite de plastique. Le problème, c'est que vous aviez aussi traditionnellement une réflexion à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que vous n'aviez pas une émission totale. Il y avait une partie des rayons qui n'arrivait pas à partir au-delà de la capsule. Eh bien, en reproduisant les écailles pointues du cuticule, donc de l'exosquelette de la luciole, on crée des dispositifs, des LED lumineux qui ont eu 50% d'émissions de lumière en plus, donc qui sont plus efficaces. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça vous permet d'avoir une facture énergétique moindre dans tous les dispositifs LED, surtout quand vous les utilisez à grande échelle pour éclairer des grands entrepôts, des grands bâtiments, des bureaux, etc. Voilà. Alors, donc ça, quand on parle d'optique, on parle effectivement d'énergie, on parle aussi de couleurs. Là, on voit d'ailleurs chez vous des effets de couleurs. Ah oui, des effets de couleur, effectivement. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que la nature gère aussi l'optique pour donner des impressions esthétiques ou des impressions, on le sait, de camouflage. Alors, je suis tombé sur cet exemple, moi je le trouve pas mal. Quand vous prenez le blanc, la couleur blanche, en fait, existe assez peu dans le vivant. Pour la raison suivante, c'est que généralement, pour créer des couleurs, le vivant utilise des pigments. Les pigments, on en a partout, l'être humain en a aussi, évidemment, sauf que c'est difficile de reproduire le pigment, la couleur blanche avec des pigments pour la raison simple, c'est que pour obtenir la couleur blanche, vous êtes obligé de réfléchir un maximum de rayons. Vous recevez la lumière du jour, vous êtes obligé d'en réfléchir un maximum pour obtenir cette couleur blanche. Et donc, vous avez un scarabée qui s'appelle le scarabée Siphochilus. Le nom est assez complexe, mais j'ai bien réussi à le sortir cette fois-ci. C'est un scarabée qui se nourrit presque exclusivement de champignons. Et pour se camoufler par contraste, en fait, par absence de contraste sur la surface des champignons, il est obligé d'avoir cette couleur blanche. Et sur sa surface, sur sa carapace, il va avoir des écailles qui sont des écailles disposées de façon aléatoire et qui ont un espacement qui ont un rapport en fait taille-espacement très spécifique qui permet justement de renvoyer de façon complètement aléatoire l'ensemble des rayons qu'il reçoit. Et ça permet d'obtenir une couleur, non seulement une couleur blanche, mais en plus de ça, une couleur blanche assez vive, assez éclatante. Et vous avez une université, qui est l'université de Cambridge au Royaume-Uni, qui a réussi à reproduire ce revêtement de la carapace des scarabées pour obtenir une surface ultra blanche. Quel est l'avantage de cette surface ultra blanche? C'est que vous utilisez moins de matériaux pour avoir un rendu aussi éclatant. Ça peut être utile par exemple pour l'industrie du papier, c'est-à-dire que sur une surface 100 fois plus fine, vous obtenez beaucoup plus de blancheur. Donc c'est très intéressant pour le papier, l'industrie du papier, mais aussi par exemple pour l'industrie évidemment des colorants, des peintures, etc. C'est dans ce sens qu'ils vont pousser ces recherches pour l'instant. Alors, on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Si vous avez un autre exemple, très très vite.
Oui, très rapidement, je suis tombé sur l'ophir, qui est un animal des profondeurs, ça ressemble à une étoile de mer, qui a en fait une capacité à voir, notamment pour s'orienter dans l'espace. Mais comme elle est dans les profondeurs, comme elle vit dans les profondeurs, elle doit maximiser la lumière qu'elle reçoit. Il y a très peu de rayons lumineux qui atteignent ces profondeurs-là. Et donc, elle a un réseau de lentilles sur son corps. Ce réseau de lentilles, il a été étudié de près et il a une capacité en fait à optimiser justement l'arrivée des rayons, mais aussi à organiser une résistance structurelle, puisque ce réseau se trouve sur tout son corps et doit donc résister à la flexion, au mouvement de l'étoile de mer. Quand on reproduit ce réseau optique de façon mécanique, de façon technologique, on obtient justement une capacité en fait à créer une caméra qui optimise la réception de luminaire, qui évite les aberrations, c'est-à-dire des déformations que vous pouvez avoir de temps en temps quand vous prenez des photos, et en plus de ça, qui évite les fissures ou les fêlures dans le réseau optique. Donc ça, c'est des technologies de photos qui peuvent être développées dans les prochaines années, qui sont assez prometteuses. Merci beaucoup Sidney Rostand, fondateur et PDG de Bioxégie, pour vos éclairages sur le biomimétisme. Nous, on termine avec la découverte d'un robot qui sera chargé de faire respecter les mesures sanitaires. À quoi ressemblera demain? Alors chaque jour, Cécilia Sévry nous parle de l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, elle le fait en plateau avec moi, j'en suis ravie. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un robot qui est testé actuellement au Japon dans un supermarché. Oui, c'est l'innovation du jour et elle est d'actualité. Je vous propose de découvrir un robot spécial Covid, en fait, un robot destiné à faire respecter les mesures barrières. Alors ça se passe effectivement au Japon. Là-bas, comme en France, la réouverture des magasins et des commerces dépend en grande partie des mesures sanitaires appliquées. Alors pour assurer la bonne pratique de ces mesures, ce robot prénommé RoboVie déambule dans les rayons. Il est équipé d'une caméra et de multiples capteurs et il est préprogrammé en fonction de l'agencement du magasin. Ici, c'est un magasin, vous l'avez dit, de vêtements à Osaka qui teste cette technologie. Vous le voyez sur les images. Alors, grâce à sa caméra, le robot identifie un client qui ne porterait pas de masque. Mais pour cette application en particulier, le robot dépend quand même de l'expertise humaine, puisque c'est un opérateur qui doit confirmer que le client effectivement n'a pas de masque. Une fois la confirmation reçue, le robot s'adresse poliment et gentiment, si on peut le dire, au client pour lui demander d'en porter un. Alors par contre, pour une autre application, là il peut agir seul. Il s'agit de la question de la distanciation physique. Vous le voyez toujours sur les images. Cette application, en fait, ce robot est équipé de la technologie LiDAR 3D, une solution, vous le savez, qui mesure la distance d'un objet à l'aide d'un faisceau laser. Et donc, il est capable d'identifier ceux qui se tiennent trop près, que ce soit dans la queue pour aller payer ou dans les rayons. Ce robot, en plus de ça, il faut le dire, puisque la carte du magasin est implantée dans son programme, peut guider les clients à travers les rayons pour les conseiller. Et donc on disait que c'était au Japon, mais à qui doit-on cette innovation? Alors RoboVie a été conçu par l'Institut international de recherche de télécommunications avancées de Kyoto. Ça s'appelle l'ATR. Il est installé dans ce magasin depuis le 10 novembre et il doit rester jusqu'au 30 novembre. Il est en poste tous les lundis, mercredis et vendredis, 3 heures par jour seulement. Vous l'avez compris, il n'a pas encore une autonomie suffisante pour assurer son poste 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ah, parce que ça paraît quand même un peu risqué de laisser déambuler un robot dans un magasin. Je crois que c'était un supermarché, mais même un magasin de vêtements, ça peut être inquiétant, non? Oui, tout à fait, mais dans ce cas-là, non, parce qu'on l'a dit, il a intégré la carte dans son programme et à partir de ça, son programme réalise une carte tridimensionnelle détaillée du magasin, ce qui permet en plus de ça de saisir la position des clients qu'il rencontre au fil de ses voyages au milieu des rayons. Et il ajoute cette position aux cartes, il peut donc s'adapter dans les rayons pour éviter de côté les personnes qui seront en train de regarder des articles. Et la prochaine étape? Alors la prochaine étape, les constructeurs vont tenter de développer sur la base de cette expérience de nouveaux services. Aujourd'hui, il en propose 2, à savoir pouvoir guider les clients, répondre à leurs sollicitations, mais aussi faire respecter les mesures barrières. L'idée, c'est de multiplier ces services, bien sûr, pour éventuellement remplacer à terme un vendeur humain. Et là, la principale motivation de remplacer un vendeur humain, c'est quoi? C'est le coût?
Il y a le coût, évidemment, ça coûtera moins cher de faire travailler un robot qu'un humain. Un robot, une fois qu'on aura réussi à le rendre autonome 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment, ce sera plus pratique. Il y a aussi les raisons sanitaires, puisqu'on tend à réduire le nombre de personnes dans un magasin. Donc avoir un robot vendeur, ça réglerait ce problème-là. Et puis, au Japon, il y a un vieillissement de la population, il faut le dire, ce qui crée aussi une baisse de main-d'œuvre. Très bien. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. On suivra les aventures de ce nouveau robot avec vous. Je vous laisse changer de plateau pour partir nous présenter le Lab Startup et 4 nouvelles jeunes pousses innovantes. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié comme moi ces découvertes et réflexions sur le numérique pour bien démarrer la semaine. Merci à tous de nous suivre. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.